Bonsoir Yannick Laens et bienvenue dans cette ville de Bergerac et dans cette chaleureuse librairie La Colline aux Livres dans laquelle nous allons échanger tout à l'heure avec des lecteurs qui seront là. Alors, vous êtes lauréate du prix Femina, ça tout le monde le sait maintenant. Et on peut dire que les médias ont accueilli cette attribution avec beaucoup d'éloges. Et on peut même dire aussi qu'a été remarquée votre maison d'édition. Alors, ma première question, c'est comment avez-vous reçu ce prix Femina, tout simplement? Bonsoir, moi je l'ai reçu comme une belle surprise parce que pour moi c'était une surprise parce que je pensais que pas mal de choses ne jouaient pas en ma faveur. Bon, je n'habite pas la France, encore moins Paris, je vis à Port-au-Prince. Je suis publiée dans une maison d'édition de qualité mais une petite maison. Et la troisième chose qui jouait contre moi, je pense, c'était le fait de parler de paysans haïtiens pendant le XXe siècle. Je me suis dit, le sujet ne va pas vraiment intéresser les lecteurs. Donc pour moi, ce fut une belle surprise. Et ça continue de l'être, puisque, oui, vraiment, c'est une belle reconnaissance et j'apprécie. Tout à fait. Alors, vous venez de le dire, vous vivez à Haïti, à Port-au-Prince. Vous menez une vie citoyenne assez intense. Je crois qu'ici, nous connaissons peu Haïti. Et si on connaît, c'est peut-être à travers ces nombreux écrivains. C'est aussi à travers des événements plutôt dramatiques. Que pouvez-vous nous dire d'Haïti aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? En fait, moi, je dis d'Haïti ce que j'ai toujours dit et je crois que je vais continuer à dire. C'est que dans mes livres, j'essaie toujours de présenter Haïti ni comme un cauchemar, ni comme une carte postale. Ce sont les clichés qui ont été construits autour d'Haïti, beaucoup plus le cauchemar d'ailleurs que la carte postale. Mais c'est juste un lieu où se décline une humanité avec des hommes et des femmes qui ont leur grandeur, leurs faiblesses, leurs rêves, leur désespoir, leurs lumières et leurs ombres, comme je peux dire n'importe quelle humanité. Mais elle se décline d'une certaine façon en Haïti. Et je pense que c'est un peu ça, le cheminement de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça nous ramène un petit peu à votre livre où il y a une histoire qui se passe à Haïti, qui est très connotée par rapport à la culture, mais qui est aussi vraisemblablement universelle. Oui, en écrivant le texte, j'avais vraiment la sensation de prendre des risques puisque je parlais de paysans haïtiens. Donc c'était un petit peu compliqué et je me disais, oh là là, je prends des risques, est-ce que les gens vont comprendre? Mais je pense que les émotions que je fais ressentir, les interrogations qui traversent le texte sont des interrogations de l'ordre de l'universel par rapport au bien, au mal, par rapport aux invisibles. Parce que même si ce sont les invisibles, Dieu vaudou, l'invisible interroge tout être humain. Peut-être qu'on ne pose pas les questions de la même façon, on n'y répond pas de la même façon, mais il y a toujours cette interrogation. Il y a la violence dans l'histoire. Quelle que soit l'histoire, elle est violente. La violence est quelque chose que nous portons en nous. Les relations hommes-femmes. Donc pour moi, c'était des questions de l'ordre de l'universel. Et je me suis rendu compte qu'en allant très loin, finalement, j'allais très près des gens qui avaient lu le texte. Alors dans un pays où on parle créole, où l'influence du français, mais aussi de l'anglais, de l'espagnol, du brésilien, sont là aussi. Que pouvez-vous nous dire de ce rapport à la langue française et comment se fait-il qu'il y ait autant d'écrivains de talent francophones? Alors oui, souvent les gens posent cette question, mais oublient que nous, écrivains haïtiens, sommes adossés quand même à un patrimoine littéraire qui date de la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est pas rien. C'est un des plus anciens peut-être patrimoines écrits en langue française. Même si cette langue est parlée par des minorités, le patrimoine est national. Même ceux qui ne parlent pas ou qui n'écrivent pas le français savent qu'il y a un patrimoine qui s'appelle une langue française dont on a hérité. Nous apprenons la littérature haïtienne à l'école, donc c'est un peu normal que ceux qui aiment la littérature ou qui ont envie de transmettre les choses par les mots utilisent la langue française.
aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Haïti est en train, de par son histoire, de par sa position géographique, est en train de bâtir une sorte de corpus d'écrivains qui écrivent en créole, en français, en anglais avec la diaspora, et en espagnol, parce qu'il y a déjà des productions en langue espagnole. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut repenser la question de la littérature nationale différemment de ce à quoi on a l'habitude depuis le 19e siècle sur la notion de nation. Voilà. Alors le prix Femina s'adresse maintenant à des femmes auteurs. Et quelle est la place des femmes dans la littérature haïtienne ? Traditionnellement, je pense que si on prend depuis la fin du 18e, elles avaient peu de voix. Et je dois dire que peut-être il y a déjà une au début du XXe siècle qui s'était exprimée à travers la poésie, un roman, mais sa voix n'avait pas été très écoutée. Celle qui a vraiment ouvert la voie, c'est Marie Chauvet, avec Amour, colère, folie. D'ailleurs, qui a eu du mal à faire entendre cette voix, puisque la famille a acheté tout le stock de livres chez Gallimard. Le pouvoir politique de l'époque n'avait absolument pas apprécié. Et les intellectuels de l'époque non plus, parce qu'elle n'entrait pas dans, comment je pourrais dire, l'orthodoxie politique de l'époque. Elle était très libre et posait les questions de manière tout à fait autonome. Et aujourd'hui, je crois que depuis 1986-1990, avec l'ouverture, je peux dire, d'Haïti sur le monde extérieur, il y a de plus en plus de voix de femmes. Il y a Evelyne Trouillot, il y a Gigi Dominique, il y a Kitli Mars, Emily Prophète. Nous sommes quand même un certain nombre de femmes qui écrivons, donc qui prenons la parole pour dire le monde qui nous entoure avec notre expérience de femme, notre statut et notre condition de femme. Alors votre roman, nous allons en parler tout à l'heure, échanger beaucoup plus, peut-être dans certains détails de ce roman. Mais pour initier cet échange, j'avais une dernière question. D'où vient ce si joli titre, Bain de lune ? Bain de lune, c'est d'abord le titre d'une nouvelle que j'ai écrite il y a 15 ans. Et j'ai gardé une nouvelle de 3 pages. Et bon, je peux dire qu'entre les 3 pages de cette nouvelle et les 276 pages, il a fallu 15 ans. Bon, c'est un titre qui est devenu certainement de lecture, mais ça s'imposait à moi dans la mesure où il y a quelque chose de très fort qui se passe dans le texte sous la lune. On n'en dira pas davantage. Et j'ai gardé le texte, et j'ai gardé le titre. J'ai amplifié la nouvelle, mais j'ai gardé le titre. Oui. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Et puis, lentement, Diola se leva, revêtit une robe de grossier coton bleu, serra un mouchoir rouge autour de sa tête et un autre à sa ceinture, auquel elle accrocha un gobelet en émail, la moitié d'une petite calebasse vide et un sac contenant sa pipe et un peu de tabac. Elle convoqua Orville, son fils aîné, et lui dit qu'elle avait affaire et qu'elle reviendrait bientôt. Nous l'avons vue disparaître de l'autre côté du morne Pelletier. Sans un sou, sans pain, sans eau, elle marcha dans les fourrés, les bayaondes et les halliers, quémandant nourriture et gîte pour faire pénitence et implorer cette divinité de l'exaucer. Diola revint l'après-midi d'une veille d'ouragan, sous un cortège de nuages menaçants. Elle ne voulait pas être emportée par la crue de la redoutable rivière Mayonne, nous dit-elle. La pénitence avait duré un long mois. Pour preuve, ses pieds rudement mis à mal et cette douleur au bas des reins. Nous avons crié, pleuré, dansé et ri en la voyant revenir. Nous l'avions tous attendue, confiants et inquiets à la fois. Diola était épuisée, mais avec des yeux clairs, comme un ciel d'après la pluie.
À croire que tout le temps où nous ne l'avions pas vu, ses yeux avaient trempé dans la lumière, ou le feu, ou les deux. Elle s'assit avec difficulté sur sa chaise basse paillée au seuil de sa case, les pieds ensanglantés et couverts d'ampoules dans ses sandales dont le mince cuir avait été fortement malmené par la poussière des sentiers et l'eau des rivières et des ruisseaux. Elle se déchaussa et demanda à Orville de remplir une bassine d'eau pour qu'elle y soulageât ses pieds, puis réclama à boire et à manger. Elle avala une pleine gamelle de maïs aux haricots noirs et des bananes musquées. Orville et Philogène debout derrière elle, et les deux petits, chacun à ses côtés. 4 jours après son retour, le 4e fils d'Anastase Mésidore, qui était né 2 années après Tertullien, mourut contre toute attente. Typhoïde, empoisonnement, méningite fulgurante. Les Mésidores ne l'ont jamais su. Nous, à Anse Bleu, Tipistache et Roseau, sans rien en dire, nous avons cru dur comme fer, et nous le croyons encore, que Dieu la Clémistale avait pris la mort par la main pour la conduire en toute docilité chez les Mésidores.